Aujourd'hui, direction la cuisine pour vous parler d'un meuble un peu désuet qui était avant très présent, notamment dans les maisons de campagne, et puis qui s'est un peu perdu avec l'arrivée massive du frigo. Et oui, le voici, le voilà, il s'agit du garde-manger. Peut-être que ça vous évoque pour certains d'entre vous le souvenir d'un meuble un peu inédit dans une cuisine ou une arrière-cuisine quelque part durant vos vacances, dans votre enfance ou même chez vous. Pour celles et ceux qui ne visualisent pas, petite description rapide. Le garde-manger aujourd'hui, il se présente surtout sous la forme d'une petite armoire de cuisine en fait ouverte, composée d'étagères dans laquelle on va stocker en fait les fruits et les légumes, les provisions qui se conservent à température ambiante. L'ossature de ce petit meuble est en bois en général et en fait il est pas plein ce meuble, c'est pas du tout un homme debout, un meuble aveugle, vous voyez, en bois massif, etc. C'est vraiment juste voilà des étagères qui sont entourées, alors soit d'un voile un peu fin, vous voyez, un peu comme une sorte de tulle, ou alors d'un petit grillage. Ça permet aux produits de respirer, de voir la lumière, tout en évitant que les petites ou les plus grosses bêtes ne viennent festoyer avec ces délices. Et j'ai lu en fait qu'autrefois, le garde-manger était plus communément de grandes armoires en bois en fait, ou même parfois des coffres avec évidemment donc beaucoup moins de ventilation, même s'il y avait quand même des petits barreaux en bois en haut des armoires ou alors des petits trous, vous voyez, dans les coffres. Mais on n'était pas encore arrivé à l'espèce de grillage là qui est très répandu aujourd'hui pour les garde-manger. Et surtout, en fait, la taille était beaucoup plus imposante. C'est presque comme des malles ou des gros meubles hyper massifs. Aujourd'hui, on est quand même sur des versions de garde-manger sans qu'une mesure en termes de dimension. C'est pas ni positif ni négatif, mais c'est vraiment que c'est beaucoup plus petit. En plus, on habite majoritairement aujourd'hui en ville, dans des endroits qui sont pas immenses. Et puis comme, voyez, avoir un garde-manger aujourd'hui, c'est clairement un peu inédit. Si en plus on devait dégager un espace immense pour l'avoir chez nous, ça deviendrait sûrement encore moins fréquent. Aujourd'hui, c'est plus du tout des grandes armoires finalement. C'est vraiment, ils mesurent à peu près genre 50 cm de hauteur. Un peu comme, vous voyez, des vieilles caisses en bois qu'on trouve en brocante, c'est à peu près le même gabarit. Quand on vit en famille en fait et qu'on consomme beaucoup de fruits et légumes, eh bien on peut se dire qu'on en a deux en fait, qu'on va les superposer l'un sur l'autre en fait, tout simplement. Côté esthétique, bon, je vous avoue que c'est assez minimaliste en fait, ce que j'ai vu jusqu'à présent, chez des amis notamment, etc. C'est souvent un peu homemade, on fabrique souvent aussi quand même, à partir de vieux tasseaux, restes de grillage du poulet de la voisine, enfin voilà, je caricature un peu, mais c'est vrai que c'est quand même assez confidentiel, c'est assez rare d'avoir des beaux garde-manger, je vais vous en parler quand même juste après. Si on aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, je pense que on est un peu à la croisée des chemins, en fait. On a une sorte de carrefour important. Alors, dans plein de domaines, et notamment dans le domaine de l'alimentation, de ce dont on se nourrit, en fait, de ce qu'on mange. On le voit, il y a plein de mouvements qui regroupent de plus en plus de personnes aujourd'hui. Le végétalisme, le véganisme, les flexitariens. On est aussi beaucoup plus conscient des dégâts que causent certains produits, certains types de cultures. Et d'ailleurs, si ces sujets vous intéressent, je vous invite à écouter le podcast Où est le bon, donc que j'ai lancé il y a quelques mois. Et en fait, on décrypte tous ces phénomènes au contact de spécialistes et de passionnés qui nous aident à comprendre. Donc voilà, les sols, qu'est-ce que ça veut dire vraiment produire en permaculture, apparaître voilà ce mot qu'on entend partout, les semences, la fermentation, mais aussi on parle de l'impact hydrique de la consommation de viande, tout ce qui est le crudivorisme et ce que ça évoque. Enfin voilà, on essaie de défricher les choses et de sortir des idées reçues. Et en tout cas, voilà, on est quand même de plus en plus nombreux aujourd'hui à être en train de revoir notre façon de manger. Donc c'est pour ça que ces vieux meubles, un peu has-been comme le garde-manger, peuvent en fait redevenir des compagnons, très utiles d'ailleurs, dans notre nouvelle relation à notre alimentation. Avant d'aller plus loin, comment en fait le garde-manger pourrait faire son grand retour ? Je vous fais juste un petit point d'histoire. En fait, le garde-manger, il trouve son origine dans la France pré-révolutionnaire, en fait, fin du 18e. À cette époque, en fait, avoir des grandes quantités de nourriture et de boissons, c'était un signe de richesse. D'où leur taille très imposante dont je vous parlais tout à l'heure. Puis bon, du coup, quand on avait toute cette nourriture, fallait bien qu'on la conserve. On plaçait aussi parfois les aliments dans des garde-manger au sous-sol.
Et là, alors du coup, je vous parle pas de tout le monde, évidemment, c'était surtout dans les châteaux, les manoirs, etc., mais aussi parfois dans les caves, quand les habitants avaient la chance d'en avoir. Et c'était des endroits qui, du coup, avaient par essence une température plus fraîche. Ça permettait, du coup, aux aliments de se ventiler à l'air libre. Et puis, comme finalement, beaucoup de bons produits qu'on s'est mis à consommer avec gourmandise, comme le fromage, la charcuterie, s'affinent en fait avec le temps et à l'air libre, on a commencé à ajouter en fait quelque part des petites ouvertures à ces meubles de cuisine avec des petits barreaux, des petits voilages, et donc à mettre vraiment les garde-manger dans les cuisines. Les garde-manger du sous-sol là sont en fait après devenus, vous savez, les chambres froides, notamment dans les restaurants, etc. qu'on connaît aujourd'hui. Et la fin nette du garde-manger, elle, a été signée par l'invasion des réfrigérateurs dans nos maisons à partir des années 60. Si je vous parle d'invasion, c'est un peu une provocation, hein, mais c'est vraiment ce constat aujourd'hui sans appel. En fait, en France, 99,6% des foyers sont équipés d'un réfrigérateur. Et du coup, en fait, tout ça, ça nous invite forcément à nous questionner. Moi, je me demande aujourd'hui si finalement notre frigo, c'est pas devenu un peu un gros placard branchant continu qui prend aussi beaucoup de place, qu'on doit systématiquement ouvrir pour voir ce qu'il contient, dans lequel on oublie aussi parfois des aliments, etc. Et en fait, même quand on fait nos courses, on se dit que comme le frigo permet de conserver des choses au frais, et donc du coup, on fait cette association avec durée de conservation, etc. On se dit, parfois on a un peu les yeux plus que le ventre et on se retrouve ensuite à jeter malheureusement des aliments qu'on n'a pas consommés, qu'on n'a pas eu le temps de préparer ou dont la date de péremption est dépassée. Et en fait, on est arrivé avec un espèce de truc où le frigo, c'est presque un objet totémique de la cuisine. C'est vrai que souvent, c'est le premier électroménager qu'on achète. C'est celui sans lequel, en fait, on se voit pas vivre. Et d'un côté, c'est un peu bizarre parce que c'est pas un objet particulièrement beau. Alors du coup, on a des marques qui tentent de nous donner un côté un peu de design, comme elles disent. Mais on va pas se mentir, je trouve que c'est quand même quelque chose qui reste assez moche en fait en général. Et c'est marrant que ce sujet de garde-manger, finalement en cascade, nous amène à nous questionner sur est-ce que pour le peu d'ingrédients qu'on consomme vraiment frais, donc les laitages, la viande, le poisson, etc., on a vraiment besoin d'avoir un frigo aussi grand? Est-ce que c'est pas un garde-manger en fait dont on aurait plus besoin? On en avait déjà un peu parlé, vous savez, de la conservation des aliments, notamment en extérieur, avec l'épisode 137 sur le frigo du désert. Mais pour ce qui est des alternatives au frigo en intérieur, c'est davantage ce bon vieux garde-manger qui est dans notre ligne de mire. C'est peut-être grâce à lui aussi qu'on pourrait développer un nouveau rapport à nos aliments, aux légumes, aux fruits, parce que en fait, Dame Nature a plutôt bien fait les choses. Voilà que nos légumes et nos fruits sont plutôt pas trop désagréables à regarder. Il faut quand même dire que certains sont même carrément beaux. Donc les avoir sous le nez en permanence, finalement, ce serait même plus agréable en fait. Les voilà colorés, en train de mûrir les uns à côté des autres, à l'air libre. Puis aussi, en fait, on peut voir directement ce qu'on a, ce qui s'abîme. C'est devant nos yeux, en fait, on est plus connecté à eux. Et puis, on a aussi un peu oublié, avec le frigo, tout ça, la temporalité de nos achats. On laisse tout dans le bac, on consomme un peu de manière aléatoire. Et d'ailleurs, en fait, c'est hyper mauvais pour nos aliments, notamment les fruits et légumes, sont pas faits pour aller au frais, en fait. Ça altère le goût, ça fait perdre des vitamines, etc. C'est vraiment pas l'endroit où ils doivent être dans leur grande majorité. Et donc finalement, à ce stade-là de mes recherches dans cet épisode, me voilà convaincue de mettre un garde-manger chez moi bientôt. Je suis tombée sur une version un peu 2.0 d'un garde-manger super épuré d'une designeuse coréenne qui s'appelle Ji-Eun Ryu. En fait, elle a un peu déstructuré le garde-manger. Elle en a fait des étagères. Comme ces aliments se conservent à l'air libre, d'une certaine manière, une étagère simple ou un meuble avec des étagères, ça revient un peu au même. Donc elle a vraiment créé des étagères spécialisées en fonction des aliments. Du coup, c'est aussi l'occasion de se rappeler que les carottes, les poireaux, le céleri, on sait qu'ils se conservent dans du sable. Les pommes et les pommes de terre, en fait, elles se conservent bien ensemble. Il y a plein de petits trucs comme ça, des trucs et astuces qu'elle a exploré, cette designeuse, et elle a créé du coup des modules qui viennent se fixer au mur par famille d'aliments. Donc on a par exemple les œufs avec un petit récipient d'eau qui permet de voir quand l'œuf n'est plus consommable, les légumes du soleil avec un système d'humidification et les poireaux, les carottes, etc. dans ce bac à sable intégré. Je vous mets le lien là, de ce garde-manger décomposé dans les notes de cet épisode, comme ça, si vous êtes curieux, vous pourrez aller jeter un œil.
Ah, et s'il y en a parmi vous qui ont passé le cap de la conservation à l'air libre ou qui s'apprêtent à le faire, j'ai quelques astuces pour vous. On m'a glissé à l'oreille que les pommes se conservent mieux avec des bouchons de liège, que pour conserver des radis bien croquants, il fallait mettre la botte tête en haut dans un bocal d'eau et aussi ne pas coller les légumes et les fruits entre eux, laisser à chaque fois un peu d'espace et surtout ne pas les rincer avant de les stocker. Et puis aussi, ce qui risque de se passer avec le garde-manger, c'est qu'on oubliera moins les fruits et les légumes au fond de notre bac. En faisant notre marché, nos courses, on sera peut-être aussi plus attentif en fait à quel point ils sont mûrs, quand est-ce qu'on a envie de les consommer. Parce qu'en fait, je pense qu'on connaîtra mieux aussi le rythme des fruits et des légumes en fonction des saisons. On aura un peu plus d'expérience quelque part. On se laissera aussi plus facilement peut-être tenter par des produits inédits qu'on n'achetait pas d'habitude parce que juste ils ont une bonne tête et que comme on aura les produits sous les yeux, peut-être que c'est une forme de créativité peut surgir de tout ça. Ce qui est marrant, c'est que là, je partage avec vous mon ressenti vers un sens de l'histoire qui m'amène à vouloir être de plus en plus en lien avec ce que j'ai envie de consommer en fait. Mais sûrement quelque part sur Spotify, Apple, Deezer, dans un autre podcast, on va parler d'un frigo high-tech du futur qui vous prévient quand il y a un yaourt qui se périme et qui en commande un automatiquement, etc. Et en fait, on en est là aujourd'hui. On est vraiment au moment où on a deux visions du monde, deux manières de se projeter dans le tout possible qui sont bien différentes. Alors d'ailleurs, si certains d'entre vous sont prêts à faire le pas de manière ludique et de mettre dorénavant les courgettes et les carottes dans un beau garde-manger, je vous renvoie aussi à deux designers nomades assez géniaux, Alizé et Johan, qui ont été mes invités de l'épisode 106, qui sillonnent en fait la France pour rendre accessible l'artisanat dans les régions parfois oubliées, où il n'y a pas ni de Fab Lab, ni de lieu d'expérience pour faire des choses en fait. Ils ont créé aussi une association qui s'appelle Chemin du Fer. Et justement, ils ont créé un petit garde-manger dont vous pouvez télécharger les plans. Je vous mets évidemment le lien dans les notes de cet épisode. C'est pas à pas, vous verrez, ils expliquent tout. C'est un peu en mode do it yourself. Ça a l'air très simple. Il est pas très grand, très très épuré, hyper beau. Et parfait pour des cuisines d'appartement.